Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui nous sommes encore avec Save the Children. C'est vrai que nous parlons toujours des joies des enfants, de leur amusement, mais nous ne savons pas que les enfants aussi souffrent. Alors, Save the Children est là pour alléger tant soit peu leur souffrance. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui l'accompagnement des enfants survivants des violences sexuelles basées sur le genre dans le contexte Covid-19. Je ne suis pas seule, je suis avec 3 experts. Ils vont se présenter. Bonjour, monsieur. On m'appelle Gérard Kimwanga du réseau communautaire pour la protection de l'enfant, Récopé en cycle. Bonjour, madame. Bonjour. Evie Bandefou, travailleuse parasociale de la division urbaine des affaires sociales. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, merci madame. On m'appelle Jean-Claude Mukanzo. Je suis psychologue clinicien et puis président de la commission prise en charge psychosociale dans la lutte, dans la riposte contre le Covid-19. Merci. Voilà, je m'en vais vous poser la première question. Qu'entendez-vous par violence sexuelle basée sur le genre ? Oui, merci beaucoup madame pour la question. En fait, parler de violence sexuelle basée sur le genre, et j'aimerais d'abord commencer par dire d'abord ce que c'est une violence et puis ce que c'est le genre. Une violence, c'est quoi en fait? C'est juste l'utilisation de la force sur quelqu'un pour le dominer. Et violence basée sur le genre, le mot genre veut dire seulement ce que la société ou les rôles, les opportunités et même certaines responsabilités que la société attribue à des personnes parce que ce soit des hommes, soit des femmes. Ça, c'est au niveau d'un espace bien déterminé, dans une culture aussi bien déterminée. Alors, pour les violences sexuelles basées sur le genre, je dirais seulement que c'est tout acte perpétué contre un individu, une personne, sur base de genre, de normes sociales et en raison même d'un pouvoir inégal aussi abusif. C'est ce qu'on appelle là les violences sexuelles basées sur le genre. Oui, si je peux compléter, c'est que dans les violences sexuelles et les violences basées sur les genres, parce que on peut faire que ces deux concepts. Il y a les violences sexuelles d'abord, qui font référence aux actes de nature sexuelle. Donc ça peut être une tentative ou une menace sur une personne qui peut avoir un impact psychologique ou physique sur la personne. L'harcèlement, c'est une violence sexuelle qu'on considère comme un abus sans contact. C'est sans toucher la personne qu'on peut parler d'harcèlement. Et comme Papa Gérard l'a dit, la violence basée sur le genre, c'est par rapport aux attributions, mais aussi au sexe. Ça peut être par rapport à l'appartenance sexuelle de la personne ou aux attributions de la société par rapport aux responsabilités de chacun. Donc, exercer la violence sur quelqu'un à cause de cette appartenance-là à une certaine catégorie. Je peux rajouter. Oui, madame, c'est juste dans la pratique. Dans la pratique, quand on dit violence sexuelle, il faut voir tout ce qui est viol, harcèlement. Mais lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, à ce moment-là, on n'ajoute pas sexuel. Là, ça sera une violence qui n'est pas nécessairement sexuelle, mais elle est infligée à la personne parce qu'elle appartient à tel ou tel genre. C'est le cas d'excision, okay? Les cas de mariage forcé. Donc ça, ce sont des violences qui sont basées sur le genre. Voilà un peu la différence qu'on pouvait faire. Merci. Et quels sont les textes et dispositions légales qui punissent ces actes ? Oui, pour les textes, il y en a beaucoup. Il y a des textes à caractère international et des textes à caractère national. Et internationalement, il y a par exemple la Charte des droits de l'homme qui est un peu parmi les premières. Mais après, comme on est particulièrement dans le contexte des enfants, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, la Charte du droit et du bien-être de l'enfant et les autres comme ça qui traitent spécifiquement de l'enfant qui est notre cible. Et au niveau national, il y a la loi portant protection de l'enfant, il y a la Constitution et il y a la loi sur les violences sexuelles, il y a les codes pénals. Normalement, il y en a beaucoup.
Et je crois que malgré qu'il y avait d'autres lois, on a rajouté la loi sur les violences sexuelles à cause de l'augmentation des violences sexuelles au niveau du pays. Mais il y a beaucoup de textes en tout cas. Oui, l'existence des tests, ça doit avoir un sens. Pourquoi il y a des textes? C'est parce que on considère que la violence sexuelle doit être punissable. Et pour qu'elle soit punissable, il faut qu'il y ait des gens qui se plaignent. Si vous n'allez pas vous plaindre à la justice, la loi est là, elle va rester muette, on ne va rien faire. C'est pourquoi vous voyez que dans le cadre de ces émissions sur la protection de l'enfant, entre autres messages, c'est sensibiliser la communauté à savoir dénoncer, à savoir dire non, à savoir accuser, voilà le terme, porter plainte lorsque il y a violence. Vous avez été témoin ou vous avez été victime, il ne faut pas rester chez vous à la maison comme ça. C'est comme si la loi ne vous donnait pas l'occasion de vous défendre et d'obtenir la réparation. Voilà un peu le message par rapport à tout cet arsenal juridique qui est là. Mais si nous ne prenons pas conscience, nous n'allons pas vers eux, ils ne viendront pas vers nous. Alors, quel lien faites-vous entre les violences sexuelles sur les enfants et la Covid-19? Oui, en fait, les liens sont là. Pourquoi? Parce que la Covid-19, que la communauté internationale, y compris notre pays, combattent, a quand même eu de l'impact sur notre santé et même sur notre propre sécurité. Et non seulement cet impact sur le plan de la santé et de la sécurité, mais il y a eu également un impact indirect sur le plan social et le plan économique. Et cela a eu des répercussions au niveau des enfants et au niveau des familles. Imaginez que plusieurs parents ont perdu de l'emploi. Ils se sont retrouvés en chômage forcé. Et cela devrait avoir nécessairement un impact au niveau même des conditions de vie dans ce ménage-là. Il y a eu des parents qui ont été contraints à des quarantaines de 14 jours comme ça. Vous voyez, pendant les 14 jours là, quand le papa et maman sont en quarantaine comme ça, au niveau de la maison, il y a quand même des répercussions par rapport aux enfants. Donc, la Covid-19, avec tout ce colorel, a quand même fragilisé même le degré de vie, la capacité de survie de plusieurs ménages. Il y a quand même des enfants qui se démenaient par-ci, par-là, dans la débrouillardise, même qui ne pouvaient pas plus le faire parce que leurs moyens se sont effondrés avec Covid-19. Donc il y a beaucoup d'impact, il y a eu beaucoup de liens à faire par rapport à ça, au niveau de la communauté. Oui, madame, je vous ai dit que je faisais partie de la coordination de la riposte contre la Covid-19. L'impact est réel dans ce sens que la première chose, c'est que lorsque vous êtes malade de Covid, dans la plupart des cas, on doit vous isoler. Alors, prenons les parents qui sont tous deux ou un des parents malades qui doit être isolé. Si c'est le papa, la maman sera avec elle à l'hôpital. Si ce sont les deux, on va les isoler à l'hôpital. Et à la maison, les enfants restent seuls. Voilà. À moins qu'ils aient des enfants adultes qui peuvent les surveiller. Même dans ces cas-là, la présence des parents, c'est autre chose. Donc, dans ces cas, on peut imaginer, on peut penser que les enfants qui sont restés seuls, pendant le moment de l'hospitalisation des parents, sont exposés. Voilà, très exposés. Et puis le deuxième cas, c'est ce qu'on vient d'évoquer, les mesures de confinement, par exemple. Quand on confine, et ça signifie qu'on limite nos moyens par rapport à la recherche, par rapport à la survie. Et ce qui fait que pour les enfants, ils deviennent exposés. Par soit on va les utiliser comme vendeurs, des petites choses dans les coins, c'est déjà la maltraitance. Soit ce sont eux qui sont obligés d'aller vers ceux qui peuvent leur donner quelque chose.
ils s'exposent aussi à cette violence-là. Voilà un peu l'impact de la Covid par rapport à la violence basée sur le genre. Alors, comment se passe l'accompagnement des enfants survivants des violences basées sur le genre? Bon, l'accompagnement des survivantes, c'est fait d'abord au niveau de la communauté parce que, comme on dit toujours, que mieux vaut prévenir que guérir. Au niveau de la communauté, il y a des sensibilisations qui se font. Ces sensibilisations-là ont pour objectif de pouvoir déjà persuader, donc limiter les dégâts, informer déjà les gens, prévenir des cas que cela ne survienne pas. Alors, non seulement ça, mais également encourager des personnes au niveau de la communauté qui peuvent par-ci, par-là, trouver ces cas-là, de pouvoir les dénoncer. Parce que généralement, comme on l'a dit tout à l'heure, et ces cas-là, au niveau de la Tchang, par exemple, il y a eu des cas qu'on a pu identifier, plusieurs cas identifiés des filles survivantes des violences sexuelles basées sur le genre, mais qui taisaient l'information parce qu'ils avaient soit honte, soit peur des représailles. Alors, lorsque nous sensibilisons la communauté est en mesure maintenant de comprendre que non, pour ce genre de cas, il faut devoir dénoncer. Et ils savent à quel niveau dénoncer. Et il peut arriver également que le fait que nous soyons en collaboration dans ces activités-là avec les TPS de travail parasociaux, donc directement nous sommes avec la division urbaine des affaires sociales ensemble. Donc si on détecte ces cas dans la communauté, directement nous mettons ça à la disposition des TPS pour d'éventuelles prises en charge adaptées. C'est ce qui se fait au niveau de la communauté. Et c'est toujours bien quand cela se fait ainsi parce que en même temps, on arrive à combattre, à lutter contre le Covid-19 par des mesures barrières qui sont là, mises en place, et également pour la prise en charge sur le plan de la santé, mais également un autre système est mis en place. Ce système-là, c'est pour permettre de prévenir et de lutter déjà contre ces violences sexuelles basées sur le genre. Et cela permet également aux gens de savoir que non, s'il y a ce problème-là, à quel niveau on peut le dénoncer et de quelle manière on peut le référer. Vous avez quelque chose à rajouter encore? Si je peux compléter, comme Papa Gérard l'a dit, en fait, ça se passe en 3 étapes normalement, l'accompagnement. Il y a le côté récopé, ça veut dire qu'eux, ils font la sensibilisation, mais aussi ils reçoivent les alarmes, les alertes et autres, et ils nous alertent. La séquence, ça passe par eux. Mais parfois, les alertes passent par le numéro vert, que ce soit celui de la division, qui est le 116, ou le 133, qui est celui de Save the Children. Alors, dans ce cas-là, soit peu importe la personne qui nous alerte, on descend sur terrain, nous, les TPS. Donc, si c'est le récopé, si le cas est urgent, ça veut dire l'enfant vient d'être, par exemple, victime de viol, le récopé connaît le circuit de référencement et va référencer là-bas. Et nous, on va faire la suite de la gestion de cas. Mais si ce n'est pas encore le cas et que nous, on est sur terrain, alors on va référencer l'enfant d'abord dans l'hôpital parce que ça doit se faire dans les 72 heures pour des problèmes ou pour vérifier si l'enfant n'est pas enceinte ou si elle n'est pas victime de pas des maladies. Et ensuite, il y a maintenant la 3e étape qui est maintenant l'étape psychologique de l'enfant qui est victime. Alors dans ce cas-là, on réfère chez les psychologues et je crois que Papa J est mieux placé pour en parler. Oui, la prise en charge médicale s'est faite avant et ensuite la prise en charge psychosociale avant d'arriver à la prise en charge juridique dont certains aspects ont déjà été évoqués par M. Gérard. Alors du point de vue psychologique, qu'est-ce qu'on doit faire? L'enfant est menacé ou a subi la violence. Puisque dans les 2 cas, il faut une prise en charge. Alors quand on l'amène, c'est effectivement pour faire en sorte que l'enfant, qu'on recrée l'harmonie entre l'enfant et sa communauté, sa société. Puisque la violence, qui est un acte cruel, vient avec ce qu'on appelle des traumatismes psychiques. Ça traumatise l'enfant, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Ce qui fait que quand l'enfant est déjà traumatisé, il faut vite
agir pour prévenir d'autres maladies qui pourraient survenir après. Alors, on doit faire en sorte que la honte que l'acte a engendré, le sentiment de culpabilité que la violence a engendré chez l'enfant, le sentiment d'infériorité qui résulte de cet acte-là, soit vite comprise par l'enfant, qu'on change ça, que ça ne soit pas considéré comme une fatalité pour l'enfant, que l'enfant ne considère pas comme si la vie est terminée avec à cause de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est le travail psychologique, le travail mental. Mais à côté de ça, ce qui s'est fait avec l'enfant, il faut aussi aller vers sa communauté, sa famille. Il faut voir comment il doit continuer la vie avec ses amis dans les quartiers, comment il doit continuer la vie avec ses amis à l'école, ainsi de suite. Donc quand on fait tout ça, on recrée cette harmonie que la violence est venue perturber chez l'enfant. Voilà un peu, de manière ramassée, comment nous procédons pour la prise en charge psychosociale de ces enfants-là. Alors, quel est le rôle des parents et de la communauté? Oui, peut-être le Récopé va terminer avec ses rôles de parents. Les parents, c'est le premier protecteur de l'enfant. C'est lui le premier protecteur de l'enfant. Donc, il doit veiller à ce que ces violences ne viennent pas, n'arrivent pas, n'atteignent pas l'enfant. Ça, c'est au niveau préventif. Mais il peut arriver que par distraction, la violence est déjà là. On est devant un fait accompli, on fait quoi? Comme parents, il ne faut pas vous taire. Il faut dénoncer et il faut amener l'enfant là où on doit le prendre en charge. Voilà, puisque certaines personnes refusent de venir avec les enfants, tout simplement puisqu'on va dire, ah, les gens vont découvrir que mon enfant a, les gens vont découvrir mon enfant, ça va faire la honte à la famille, ça va faire... Ils cachent l'information. Mais maintenant, vous avez caché le mental de l'enfant, ce qui lui est arrivé à l'intérieur. Vous allez réparer ça comment? C'est pourquoi il faut absolument, si c'est déjà arrivé, prenez le courage d'aller avec l'enfant. Là où on peut le prendre en charge. Aujourd'hui, les structures qui sont soutenues par Save the Children et d'autres organismes sont là pour faire ce travail-là. Comme ça, pendant qu'on les prend en charge sur le plan psychologique, sur le plan médical, on doit aussi chercher la réparation. La réparation, là, fait partie de la prise en charge. Lorsque l'enfant va se rendre compte que celui qui m'a fait du mal est là, on l'a puni, c'est-à-dire que la société est juste. Mais lorsque celui qui lui a fait du mal continue à circuler, il fait du mal à d'autres personnes, l'enfant ne va pas seulement voir celui qui lui a fait du mal, c'est toute la société qui sera généralisée. La société est injuste. Comment on doit laisser les gens qui font souffrir les autres et on les laisse libres? Voilà un peu les rôles des parents, les rôles de la société dans la prise en charge des violences sexuelles et basées sur le genre. Donc, si je peux rajouter à ce que M. Jusset vient de dire, donc il y a un très grand rôle que les parents doivent, qui doivent faire, mais il y a aussi la communauté. Parce que parfois, si les gens ne dénoncent pas, c'est à cause justement du stigmate qu'il y a dans la communauté. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont se dire et autres? Mais il y a une chose que personnellement, j'aime dire à propos de la protection de l'enfant. C'est comme on a dit, c'est qu'il faut punir cela. Mais parfois, les parents se font victimes, au fait. Les parents se font victimes parce que si l'enfant est la victime, je pense que dans le principe de la protection de l'enfant, il y a ne pas nuire à l'enfant. Parce que parfois, moi, j'ai déjà vu ça sur terrain, l'enfant est réticente pour peut-être dénoncer ou parce que dans notre système, il n'y a pas encore un système de protection de témoins comme il y en a ailleurs. Donc ça veut dire que l'enfant ne veut pas se retrouver peut-être en face de l'agresseur. L'enfant ne veut pas... C'est vrai que c'est une chose d'accuser, mais c'est mieux de d'abord travailler la mentalité de l'enfant. Et si ça ne marche pas, moi personnellement, je pense qu'il faut privilégier l'enfant.
Parce que c'est la personne qu'on protège. Vous voyez. Parfois, les parents sont là, moi j'ai déjà vu ça, la mère est là, voilà, on sera là au procès tel jour et tout. Et tellement que tu vois que l'enfant est dans son coin, on se dit, ok, on parle avec l'enfant, parce que dans ce cas-là, il faut l'enfant elle-même. Vous voyez que l'enfant se dit, non, moi je ne veux pas, ou moi j'ai peur, ou moi j'ai honte, et autres. Et parfois, la pression que les parents ou la société exercent sur l'enfant peuvent avoir d'autres impacts encore psychologiques sur une victime. Donc, on fait de la victime pendant que c'est une survivante et on doit l'accompagner et écouter ce qu'elle a à dire. Et je pense que ça, c'est important. Je peux également ajouter, moi je parlais beaucoup plus des parents. En fait, les parents ont un rôle très important, un grand rôle à jouer. Malheureusement, ce qui est constaté actuellement, c'est quoi? Parce que eux, ils ont l'obligation d'assurer un cadre sécurisé pour leur enfant. C'est-à-dire, les parents doivent donner vraiment des conditions à ce que l'enfant se sente beaucoup plus chez eux et soit à l'aise. Malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui se passe? On remarque que beaucoup d'enfants sont exposés par leurs propres parents. Et quand ils partent aller se retrouver dans tout type de violences sexuelles basées sur le genre-là, parfois, la cause, c'est même leurs propres parents, parce qu'ils ne permettent pas avec eux de dialoguer, de se parler, de leur dire, de les encadrer, en fait. Donc, c'est là où je trouve que non, les parents ont également un rôle très important à jouer, en dehors de l'enfant, même dans l'enfant lui-même, parce que l'enfant lui-même aussi, en tant qu'acteur et bénéficiaire, il a quand même aussi un rôle important à jouer par le fait que déjà, il doit comprendre qu'il ne peut pas s'exposer et il ne peut pas aussi chercher à exposer les autres au risque. Et là, ça ne viendra pas de lui seul. Ça viendra des parents, ça viendra de la communauté, ça viendra de tout le monde au niveau des églises, au niveau des écoles, etc. Voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à ce lien-là. C'est que la communauté, les parents et l'enfant lui-même, c'est ce qu'ils peuvent jouer comme rôle dans la société. Merci beaucoup. Et le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est juste vous remercier pour ce travail que vous faites et remercier également le partenaire chef d'études et également la Division urbaine des affaires sociales et tous ces volontaires qui sont là dans la communauté en train de faire ce travail noble pour la cause de l'enfant. Merci. Il y a le numéro vert de Save the Children qui est le 133. C'est gratuit. Et il y a le numéro vert de la Division urbaine des affaires sociales qui est le 116. Donc, c'est gratuit et c'est anonyme. Parce que parfois, les gens ont peur de dénoncer pour l'identité. Mais c'est vraiment anonyme. Vous pouvez appeler, vous donnez juste le nom ou l'adresse de la personne. Et la suite, on ne va pas forcément citer votre nom et ça va continuer comme ça. C'est un peu ça pour le numéro vert. Oui, madame, je termine par effectivement ce que madame venait de dire par rapport à la responsabilité des fois des parents envers l'enfant. L'enfant peut poser des problèmes. D'ailleurs, après la violence, on suppose qu'il a subi un traumatisme. Même son comportement peut changer. Dans ces cas-là, ne forcez pas l'enfant à faire n'importe quoi sans la prise en charge. Il faut l'emmener d'abord vers un psychologue. Le psychologue va le préparer. La préparation qu'il va recevoir du psychologue le met dans les conditions telles qu'il peut maintenant faire face à ce qui vient de lui arriver. Mais si vous le forcez comme ça chez vous à la maison, oh, vous devez faire ça, si tu ne fais pas ça, on va te faire ceci, vous le traumatisez davantage. Vous ajoutez un traumatisme sur ce qu'il venait de subir. C'est ça le rôle de cette prise en charge psychosociale qui est très importante dans les cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous étions avec Save the Children. Ils ont parlé de l'accompagnement des enfants survivants des violences sexuelles basées sur le genre dans le Covid-19. Vraiment, la communauté doit s'investir. La communauté doit s'investir. Voilà, n'oubliez pas d'appeler le 133 pour Save the Children et 116 pour la Division urbaine des affaires sociales. Ne manquez pas, ne vous taisez pas. Jeunes filles, jeunes garçons, ne vous taisez pas. Appelez.
Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des recoucous à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.